Tu te rappelles Diabolique? Non. Une série sur la chute de Lucifer? Diabolique avec un K, rien à voir avec le diable. C'est une adaptation de BD que j'ai pas lue, désolée. Le héros est un criminel repenti qui a été élevé par un caïd de la pègre pour être le cambrioleur le plus doué de tous les temps, mais qui, le jour où il a été doublé par sa famille adoptive et jeté en prison pour un crime qu'il n'a pas commis, décide de s'évader à la première occasion et de se servir de ses talents pour faire tomber l'organisation criminelle internationale que la dite famille dirige. Bien sûr, comme il est quand même devenu un voleur de grande réputation, il a en plus la police au fondement pendant qu'il s'applique à effectuer la mission qui s'est fixée. Mais fort heureusement, il va trouver une alliée pour l'aider dans son action. Pas n'importe laquelle, la fille du type qu'il est accusé à tort d'avoir assassiné, et qui compte bien faire payer la mort de son père à ses vrais assassins. Enfin, ça a pas l'air d'être sa motivation principale non plus. Ça paye d'être un beau gosse ténébreux aux cheveux noirs. Et à part ça, pourquoi est-ce qu'il s'appelle Diabolique? Pour la même raison qu'Indiana Jones s'appelle Indiana, parce que c'est le nom de son animal de compagnie. Il décide de prendre ce nom le jour où l'animal en question, une panthère, meurt pour lui sauver la vie. Et il s'appelait comment avant? Ben c'est ça le plus drôle. On dirait que son père adoptif, trop occupé qu'il était à en faire le voleur parfait, a oublié de lui donner un nom. Ah bon, il a pas de prénom. Après, le père adoptif en question semble pas trop aimer se prendre la tête avec des histoires de noms. Son organisation criminelle, il a décidé de l'appeler la confrérie, en toute simplicité. Et lui, en toute simplicité, il se fait appeler King. Du coup, le gamin naufragé qu'il élève aux côtés de son fils Dane, il va pas s'emmerder à lui chercher un nom. En tout cas, à partir du moment où Diabolique déclare que son nom est désormais Diabolique, on ne l'appelle plus que comme ça, même quand on l'a connu enfant et qu'on a grandi avec lui. Diabolique! Ce n'est pas fini! Ouais. C'est quand même pas génial, parce que quand même, vu qu'il ne connaît pas ses parents biologiques, il n'a vraiment pas d'autre prénom. Entendre sa copine l'appeler Diabolique comme si c'était son nom normal a quelque chose d'extrêmement perturbant. Elle l'appelle Di en anglais. Ouais, parce que cette série est un cauchemar à trouver en DVD. Et bien sûr, sur le DVD français, il n'y a pas tous les épisodes, seulement la moitié, c'est-à-dire 20 épisodes. Pour voir le reste de la série, il faut être anglophone et hispanophone, vu qu'il y a 2 épisodes qui n'existent qu'en espagnol. Comme la langue de Cervantes, pas celui-là, n'est pas notre fort, nous ne pourrons rien vous dire sur ces épisodes-là. Mais c'est pas grave parce que la série n'est pas à suivre. Il y a tout de même une chronologie quand on y fait gaffe. Il arrive que les membres de la confrérie qu'on rencontre pour la 2e fois fassent référence à l'épisode de leur apparition. Et il arrive qu'un élément scénaristique ayant servi dans un épisode soit réutilisé. Oui, enfin, dans ce dernier cas, on n'est pas sûr que ce soit le même cahier que dans l'épisode du faux père d'Eva. Quant au reste des indices chronologiques, ils sont très discrets. Le passé Diabolique et sa rencontre avec Eva Kant, qui va devenir sa complice et compagne, sont racontés à l'occasion de 2 flashbacks. Enfin, dans 2 épisodes qui sont chacun exclusivement constitués d'un flashback. Ce qui fait qu'on peut programmer ces épisodes n'importe quand dans le programme de visionnage, sans que les jeunes spectateurs n'aient à être perturbés. Le reste des infos à savoir sur les héros, la confrérie et la façon dont tous fonctionnent et survivent sont disséminées au fur et à mesure des épisodes, comme dans Highlander et... À l'instar de Code Lyoko, cette série commence donc par un épisode qui prend l'action en cours de route plutôt que de raconter les débuts de nos personnages, mais qui a quand même toutes les caractéristiques d'un épisode pilote. On nomme l'enjeu, les personnages, les rapports de force entre eux. La façon dont on essaie de glisser ces informations dans le dialogue manque même parfois un peu de... subtilité. Et la police n'a pas trouvé sa louche? Jinko aurait peut-être pu flairer l'arnaque s'il était un peu moins obsédé par l'idée de m'arrêter. Oui, bon, ça c'est une particularité de cette série. Il y a énormément d'informations fourrées à toute berzingue dans les dialogues parce que c'est toujours moins cher à décrire qu'à animer. Cette série vit largement au-dessus de ses moyens. Elle raconte les forfaits d'une organisation criminelle internationale commettant des escroqueries très élaborées impliquant des technologies de haut niveau, des subtilités juridiques complexes, des stratégies alambiquées et un grand nombre de ressources. Mais elle raconte tout ça avec à peine assez de budget pour animer correctement ses personnages. Et en tout cas, pas les moyens d'éviter les problèmes d'image. On avait tiqué déjà à cause du fait que les textes écrits montrés dans le cadre ne sont pas de vrais textes. Mais ça, franchement, c'est rien du tout. La série fait bien plus grave. Entre les figurants qui lévitent au-dessus du sol, les figurants coupés en 2, les personnages qui se téléportent, et les couleurs qui changent d'un moment à l'autre de l'épisode... Non mais là c'est pas une erreur graphique, c'est parce que le cheval a été peint, hors cadre, puis lavé, hors cadre. On a vu Mickey donner l'ordre de le peindre mais c'était si bref, si peu appuyé et si peu graphique.
C'est une info importante, mais elle arrive après 12 000 autres infos importantes qu'il faut intégrer pour comprendre l'épisode, parce que tout dans cette série se passe si vite et si souvent hors cadre. C'est bien ce que je dis, la série n'avait pas les moyens de tout animer. Du coup, tout ce qu'il y a à savoir passe dans les dialogues. We have no visual, but listen to the audio. Des dialogues qui doivent en dire le plus possible en le moins de temps possible, car les épisodes font 20 minutes, et qu'une grande partie va être consacrée à nous montrer de belles cascades, des courses-poursuites, de superbes décors et des gadgets sophistiqués. Du coup, c'est compliqué à suivre. Enfin, c'est compliqué à suivre en partie à cause de ça. Les intrigues de fond sont elles-mêmes compliquées. Les plans des criminels que Diabolique combat sont toujours extrêmement complexes. Celui-ci enlève une petite fille dans le but d'ouvrir un coffre programmé pour n'ouvrir que si on l'expose à l'ADN de son grand-père. Celle-ci fait mine d'organiser une opération de chantage à la bombe aux compagnies pétrolières écossaises, mais a l'intention de faire exploser sa bombe et déclencher une marée noire même si la rançon est payée, afin que le gouvernement paye également les sociétés qui lui appartiennent pour nettoyer les plages de mazout. Celui-ci utilise du filigrane de billets de banque pour coudre une robe de couture afin que le filigrane puisse voyager sans être repéré d'Europe aux États-Unis pour servir à la fabrication de faux billets. C'est cousu de fil blanc. C'est pas compliqué, c'est réservé à un public particulier. Un public habitué à lire Arsène Lupin, Sherlock Holmes, Largo Winch, Modesty Blaise ou des tas d'autres histoires du genre. Un public qui a repéré quelles sont les intrigues types de ce genre d'histoire. C'est avec les attentes de ce public-là qu'on va jouer. Par exemple, si le héros surprend la criminelle qui l'espionne en train de subtiliser des radiographies qui représentent les os d'une jambe humaine. On s'attend à ce que la radiographie appartienne à un sportif et révèle une blessure mal guérie que le sportif essaye de cacher au public pour ne pas perdre son boulot, et que la méchante s'en serve pour faire chanter le dit sportif. Donc, ce n'est pas ça qui va se passer dans l'épisode. En réalité, la radiographie va révéler que le sportif n'est pas blessé. Il essayait de se faire passer pour blessé car la méchante a quelques semaines auparavant enlevé toute sa famille pour l'obliger à faire perdre son équipe dans le prochain match sur lequel elle a parié une forte somme d'argent. Se faire passer pour blessé est le seul moyen que le sportif a trouvé pour protéger à la fois sa famille et son équipe. Ouais, tu diras ce que tu voudras, mais moi je trouve ça sacrément alambiqué. Ça l'est pas, il suffit de repenser à la situation dans l'ordre chronologique. Enlever la famille d'un sportif pour l'obliger à perdre, c'est un plan simple. Échapper au chantage en se faisant passer pour blessé, c'est un plan simple. On trouve ça compliqué parce qu'on découvre l'histoire du point de vue du héros, qui réalise que la méchante a un truc louche sur le feu, vu qu'elle s'introduit dans une maison pour voler des radiographies. Bref, on découvre l'histoire en commençant par la fin, comme dans tout roman policier. Tu ne lis jamais de roman policier? Je préfère l'heroic fantasy. Alors pense au passage de Peragus dans Knights of the Old Republic 2. C'est exactement la même chose. La plupart des épisodes sont construits comme un roman policier, avec une enquête sur un crime en cours d'exécution qu'il faut identifier rapidement afin de pouvoir le faire échouer. Les intrigues ont l'air compliquées, mais ça devient clair quand on comprend un principe simple. Le but est souvent d'ouvrir une porte, littéralement ou métaphoriquement, et ça ne peut se faire que d'une seule façon. Pour les intrigues, ok, mais l'ambiance fait plutôt série d'espionnage. Le couple de héros, seuls, isolés et en but à la fois aux criminels qu'ils combattent et aux policiers qui les poursuivent, ne doivent leur survie qu'à 3 choses. Leur parfaite entente, l'esprit de stratégie inégalable du héros, et son talent tout aussi inégalable pour l'ingénierie. Diabolique lutte contre le crime et échappe à la police avec des plans sophistiqués et une collection de gadgets de son invention qui ferait pâlir de jalousie Ethan Hunt et James Bond. Attends, une Jaguar qui tire des roquettes, lance des grappins, a un cric intégré pour faire des virages à 90 degrés, des pneus tout-terrain, réellement tout-terrain, un 4x4 qui se change en hélicoptère et peut s'enfoncer dans la terre comme dans 36ème dessous et remonter, une machine qui permet de dupliquer le visage de n'importe qui pour en faire un masque réaliste en quelques minutes, un appareil à placer sur la gorge pour imiter n'importe quelle voix, et on vous parle pas du reste. Gadgets d'autant plus impressionnants qui sont d'un niveau technologique supérieur à ceux que possèdent les policiers et criminels en question, qui sont déjà bien sophistiqués. D'après TV Tropes, en dépit de l'ambiance un peu années 60 apportée par la bande-son et le design des voitures montrées dans le cadre, la série a l'air de se passer dans un futur proche. En tout cas, proche de l'époque où la série a été réalisée. C'est pratique, ça évite de mettre en scène des fusillades avec des vrais fusils et des vraies balles. Alors faut pas croire, il y en a quand même des vrais fusils et des vraies balles. Pas souvent, mais ça arrive. Du coup, on peut considérer que les pistes laser avec une tronche bizarre sont plus là pour l'ambiance futuriste que par censure. Je suis dubitative quant à cette histoire de futur proche, parce que cette ambiance futuriste reste quand même très discrète, et qu'aucun dialogue dans la série même ne vient corroborer cette idée. Bien sûr, on y voit des coffres à empreintes génétiques et des chambres dont le sol se reforme tout seul quand on fait un trou dedans, mais ça reste plus anecdotique qu'autre chose. Et sachant que les gadgets de Modesty Blaise, héroïne des années 60, n'ont rien à envier à ceux de Diabolique, rien n'empêche le spectateur de décider qu'on est dans des années 60 un peu fantasmées. Comme j'ai dit, la musique renforce pas mal ce sentiment. Et le générique particulièrement. Comme un félin caché dans la nuit. Ah non, pas ce générique! Il est pas pire que celui de Princesse Sarah. Mais
Il est pire que celui d'Arsène Lupin chanté par Jacques Dutronc. C'est le plus grand, le plus charmant, le plus élégant avec ses gants, ou bien sans gants à l'Arsène. Il n'y a qu'une seule phrase chantée, mais elle est kitschissime, et ensuite le chanteur se contente de répéter le nom du héros en boucle et en s'y croyant trop. Et encore, tu savais qu'il y avait une version longue? Je ne veux pas le savoir! Ils auraient mieux fait de ne pas mettre de paroles du tout. L'air en lui-même n'est pas désagréable, on s'en rend bien compte quand on l'entend en version instrumentale pendant la série ou à la fin des épisodes. Il arrive même que Diabolique le joue au piano. But Mickey isn't the kind to leave a new toy behind. Whatever it is, it's got to be here. Les autres thèmes musicaux entendus durant les épisodes ne sont pas désagréables non plus. Il y a toujours cette ambiance film noir un peu mélancolique et dynamique en même temps. Par contre, côté doublage en VF, c'est assez étrange. Les acteurs parlent très lentement. Freundlich ne doit rien savoir de notre échec. Il nous créera des problèmes s'il sent que nous sommes... Nul. C'est ce que tu allais dire, Naomi? Au début, on comprend pas. Et puis on réalise qu'en fait, il se force à coller au mouvement des lèvres des personnages, qui sont très détaillés. Heureusement, le dialogue est écrit de manière assez correcte pour qu'on oublie sur quel ton il est prononcé. D'un autre côté, ça contribue à donner une ambiance particulière à cette série. Un peu à mi-chemin entre le kitsch et le culte. Si le jeu des acteurs avait été un peu plus classique, beaucoup de choses auraient paru plus incongrues, comme les longs discours de Diabolique sur sa vengeance et les hurlements de rage de Dane, le chef de la confrérie, quand il découvre que ses plans ont échoué à cause de son frère adoptif. Mais pour en finir avec l'aspect technique de cette série, même si, comme on l'a dit, l'animation est discutable, le dessin est plutôt joli. Il y a un peu de 3D de temps en temps, mais c'est discret. La partie 2D est correcte. Les character designs sont assez classiques, on croise même le sosie d'Elisa Maza de Gargoyles, et il y en a 2-3 qui se payent quand même le luxe d'être un peu rocambolesques. Mais ce qui retient surtout l'attention visuellement, c'est les décors. Un soin particulier leur est apporté. Et encore heureux parce que la série nous fait voyager aux 4 coins du monde. Du sud de la France au désert égyptien, de l'Europe de l'Est à la jungle amazonienne, de l'Australie à la Martinique, de l'Ouest sauvage américain à l'Écosse, les paysages sont multiples. On visite même l'intérieur du tunnel sous la Manche. Ça, pour visiter, on visite. On descend même carrément du train pour aller visiter les voies, et s'échapper par la Manche. Dommage que la sortie se fasse hors cadre, parce que j'aurais aimé savoir comment Diabolique et Eva se débrouillent pour passer du tunnel de l'Eurostar à leur petit bateau à la surface de la mer sans que l'eau n'envahisse le tunnel. C'est un détail. Si on commence à s'attarder sur ce genre de flou scénaristique, on n'en aura jamais fini. Les épisodes ne durent que 20 minutes, tout en ayant l'ambition d'être un épisode de James Bond ou d'Ocean's Eleven. On se retrouve régulièrement obligé de passer rapidement sur les détails les moins importants, en dépit de tout ce qu'ils pourraient avoir d'intéressant en eux-mêmes. Dans cet épisode sur l'Eurostar, l'enjeu est de subtiliser aux méchants un ancien manuscrit qui indique l'emplacement d'un trésor de grande valeur. Mais l'épisode est sur le vol de ce manuscrit et les stratégies à employer pour ne pas être repris par la confrérie, malgré le fait d'être enfermé dans un tunnel à 107,3 mètres sous le niveau de la mer. Et du coup, la course-poursuite à bord du train et dans les tunnels occupe les 20 minutes. On ne verra jamais les héros récupérer le trésor à la place des méchants, on sait seulement que c'est eux qui le récupéreront. Toutes les approximations avec la vraisemblance ne s'expliquent pas uniquement par le besoin de raconter en 20 minutes des histoires qui en mériteraient 90. Dans l'épisode de plongée sous-marine, ils sont en Martinique et il y a des requins, alors que normalement il n'y a pas de requins en Martinique. C'est le futur, la faune peut avoir changé par rapport à la Martinique que tu connais. Et puis de toute façon, nous sommes en train de parler d'une série où un type prend le nom d'une panthère pour ruiner une organisation internationale si puissante que balancer leur nom et liste d'opérations à Interpol ne sera jamais aussi efficace pour les neutraliser que de leur voler une à une toutes leurs ressources. La vraisemblance n'est peut-être pas l'enjeu le plus important. Tout dépend de ce qu'on appelle vraisemblance. L'univers dans lequel on évolue tient à garder une certaine crédibilité. On peut visiter une cité légendaire restée cachée et intacte depuis des siècles dans la cordillère des Andes, ou chercher le trésor caché de Rudolf II, roi de Prague, mais l'exotisme ne prendra jamais le pas sur le rationnel. On ne verra pas débarquer de sorciers africains comme dans Phantom 2040, la magie n'existe tout bonnement pas. Alors quand on se met à voir l'épée légendaire récupérée par Diabolique qui se met à émettre des rayons lumineux dès qu'on ne la regarde plus, on se demande ce que ça vient faire dans cette série. Rien du tout. Cette épée légendaire qui brille, c'est métaphorique. C'est l'image de fin d'épisode destinée à représenter à quel point l'objet que Diabolique vient de subtiliser aux méchants est prestigieux. Ça ne se passe pas réellement dans l'histoire. Si tu cherches des points pas très cohérents dans le scénario, on peut se poser la question de la langue que parlent les héros entre eux. Ils voyagent à travers le monde et on suppose qu'à chaque nouvel endroit, ils parlent la langue locale. Pourtant, en anglais surtout, la plupart des personnages ont l'accent correspondant à leur nationalité. Ça encore, on peut se dire que c'est une convention auditive réservée aux spectateurs, mais non. À un moment où les héros doivent faire une mission d'infiltration, Eva dit à Diabolique « N'oublie pas ton accent russe ». Mais
l'équipage du sous-marin russe doit parler russe en vrai, non? La série est franco-italo-américaine, mais quand on l'a regardée en français et en anglais, on a eu le sentiment qu'elle avait été écrite d'abord en anglais. Dans l'épisode où on cherche le trésor du roi de Prague, un des indices porte sur l'ambiguïté du mot cardinal. Ça ne marche pas en français. Pour des anglophones, un cardinal c'est d'abord un oiseau, mais des Français n'auraient pas mis 10 minutes à comprendre que c'est aussi un moine, non? Ces histoires de langue sont secondaires. S'il y a un problème de fond dans le scénario de la série, c'est plutôt la continuité. Enfin, la chronologie. La date des événements passés par rapport à l'époque de la série n'est pas très claire. Dans le 5e épisode du coffret DVD, on assiste à un flashback sur l'adolescence de Diabolik. Une course en moto au bord de la falaise entre Diabolik adolescent et son frère adoptif Dane, tout aussi adolescent que lui. La scène se termine par King, leur père, qui annonce à Diabolik qu'il sera un grand voleur et que Dane sera l'héritier de son empire. Ce flashback est daté 10 ans plus tôt. 10 ans plus tôt que quoi? 10 ans plus tôt que le moment où Diabolik, nostalgique, décide d'avoir un flashback. Bref, on enchaîne avec un autre flashback qui détaille les circonstances dans lesquelles Diabolik s'est échappé de la prison où il avait été enfermé pour le meurtre du père d'Eva qu'il n'a pas commis. On y précise qu'il est là depuis 5 ans. Et s'est toujours comporté en prisonnier modèle. Ce flashback est daté 9 ans plus tard. 9 ans plus tard que quoi? 9 ans plus tard que la scène précédente où King expliquait à chacun de ses fils quel allait être leur héritage. Soit 1 an avant que Diabolik, nostalgique, ait un flashback. Bon, c'est pas encore problématique. C'est sûr qu'on a du mal à imaginer qu'il ait acquis en si peu de temps 15 000 quartiers généraux aux 4 coins du monde, développé son propre réseau de renseignement, infiltré les infrastructures informatiques de la confrérie et d'Interpol pour surveiller ses ennemis, et formé Eva à être une cambrioleuse hors pair alors que pour ce qu'on en sait, elle n'a fait que de la photographie de mode avant de le rencontrer. Mais bon, l'homme est un génie, alors admettons. En tout cas, c'est cohérent avec la date annoncée dans l'épisode qui raconte le recrutement d'Eva. C'est aussi cohérent avec l'idée qu'Eva espère encore que son père, dont on n'a jamais retrouvé le cadavre, soit toujours en vie. Mais là où ça ne va plus, c'est quand, dans le 6e épisode du coffret DVD, on a une scène avec un Diabolik certes jeune, mais visiblement plus vieux que le Diabolik qui faisait une course en moto contre Dane sur la falaise, déjà cambrioleur pour le compte de King, et que cette scène est datée 11 ans plus tôt, alors que la scène de la falaise, c'était 10 ans plus tôt. Il peut y avoir 36 000 explications. Déjà, même si physiquement il a l'air plus vieux que dans le flashback avec King et Dane sur la falaise, ça peut être une incohérence graphique mineure, comme l'apparence des gemmes dans les flashbacks de Greg dans Steven Universe. Le dialogue où King annonce à Diabolik qu'il sera cambrioleur ne signifie pas forcément que son activité de cambrioleur est encore à commencer. Il peut très bien, après lui avoir fait exécuter quelques missions avec succès, lui annoncer que puisqu'il est si doué, on fera de lui le plus grand cambrioleur du monde. Et puis quand bien même tout ça serait un peu tiré par les cheveux, qui te dit que le présent de l'épisode 6 ne se passe pas 2 ans après le présent de l'épisode 5? Les épisodes ne sont pas dans l'ordre sur le DVD, et la série peut très bien s'étendre sur plusieurs années. Passe encore pour l'épisode 6. Reste le problème du flashback racontant comment Diabolik, juste après son évasion de prison, a escroqué Dane pour qu'il lui fabrique sa superbe Jaguar multifonction. Ce flashback est daté 6 ans plus tôt. Donc, si mes calculs sont exacts et si on part du principe que le récit de Diabolik à Eva se passe à peu près à la même période que le flashback de Diabolik nostalgique à l'épisode 5, à l'époque où Diabolik a été arrêté pour le meurtre du père d'Eva. Vas-y, justifie-moi ça. Et me sors pas que le présent de la série s'étend sûrement sur 5 ans. Malheureusement, il n'y a pas d'autre explication. Si, il y en a une. Les auteurs ont juste mis des dates pour faire joli, mais ils étaient nuls en calcul. Mais on va leur pardonner, parce qu'ils ont beau ne pas être trop regardants sur les dates, ils ont quand même pris la peine de nous expliquer que si Diabolik arrive à avoir du matos aussi cher, en l'occurrence sa voiture, c'est parce qu'il s'est fait passer pour un constructeur payé par Dane pour la fabriquer lui-même, mais avec l'argent de Dane, et qu'ensuite il l'a volé à Dane. Ne soyons pas sévères. C'est une série impliquant des héros adultes, dont le vieillissement sur plusieurs années ne se verra jamais au premier coup d'œil. Elle peut se payer le luxe d'erreurs chronologiques qui ne se justifient que si la série s'étend sur 5 ans. Mais assez parlé des caractéristiques techniques de la série. Il est grand temps de parler de ses personnages, et en particulier du héros. À première vue, il a le costume de super-héros le plus simple de toute l'histoire du design des costumes de super-héros. Si tant est que ce soit bien un costume de super-héros d'ailleurs. En fait, c'est plutôt un costume de super-vilain vu qu'il est inspiré de Fantomas. À première vue, ce costume est super simple, mais quand on y regarde de près, la façon dont il moule les oreilles et l'intérieur de la bouche est assez sophistiquée. Ça doit être une convention graphique. Quoi qu'il en soit, ce costume est inutile. Déjà parce que la plupart du temps, au lieu de le porter, Diabolik usurpe l'identité de quelqu'un d'autre grâce à sa machine à photocopier les visages que nous avons déjà évoqués. Une chance qu'il ne tombe jamais sur quelqu'un du mauvais gabarit. Robin a déjà trouvé une solution à ce type de problème, mais elle ne m'a jamais paru très crédible. Tout le monde a le même gabarit dans cet univers. Il y a des gros, mais tous les hommes ont la taille de Diabolik et toutes les femmes ont la taille d'Eva. C'est pratique. Donc le costume noir ne sert à rien déjà parce que Diabolik est avant tout un héros qui se déguise. Et ensuite, parce que si générique que puisse être son visage, tout le monde sait la tête qu'il a. Tout le monde, du plus quelconque des agents d'Interpol à la plus quelconque des informaticiennes de Dane. On le reconnaît même sur un dessin d'enfant.
Une vraie vedette de cinéma. Et comme son costume et son modus operandi restent malgré tout très reconnaissables, on se demande pourquoi il prend la peine de se masquer pour commettre ses vols. Pourquoi vous avez un masque? Parce que j'ai froid. Je peux pas contrer un tel argument. Ça doit être le costume qu'il portait au moment où il commettait des vols pour feu son père adoptif, King. Maintenant, il le garde parce que c'est sa marque de fabrique. Quand il veut être discret, il met la chemise du joueur du grenier. Rien du tout. Sa marque de fabrique, c'est de laisser un couteau sur les lieux à la fin de chacune de ses actions. Je sais qu'il est immensément riche parce qu'il vole la fortune de son frère. Mais un couteau aussi stylisé, ça doit quand même coûter sacrément cher. Il peut pas en laisser un à chaque fois que... Bon, j'ai rien dit. Ce couteau a une signification, puisque c'est la seule chose que King a trouvée dans le bateau qu'il a amené sur son île. Pas si significatif que ça. Le bébé venait d'un bateau coulé par les pirates. Le couteau appartenait sûrement à un pirate, pas aux parents biologiques du gamin. Quoi qu'il en soit, Diabolique l'a gardé ce couteau, et il lui a même apporté de menues améliorations. Ceux qu'il laisse sur les lieux de ses interventions ne sont que des copies. Doué comme il est pour le bricolage, il les fabrique sans doute lui-même. Ces interventions consistent généralement à saboter l'opération du jour menée par Dane ou un autre membre de la confrérie, mais il arrive qu'il s'agisse de subtiliser un objet illégalement acquis pour le rendre à son propriétaire légitime. En tout cas, en général, il s'agit d'une intervention où ça aide pas mal d'être un cambrioleur super doué. Il ne vole plus pour le compte de la confrérie, mais il lui arrive quand même encore de voler pour son propre compte. Et de manière totalement gratuite en plus. Tiens, ici, il s'agissait d'empêcher la confrérie de s'emparer d'un trésor maya très ancien, et en particulier cette grenouille, la pièce la plus recherchée. Et ben, à la fin de l'épisode, non seulement la grenouille disparaît au fond de l'eau, ce qui satisfait Diabolique dans la mesure où ses ennemis ne s'en sont pas emparés, mais en plus il s'est carrément servi dans le trésor maya pour offrir un collier à Eva. C'est si romantique... À part ça, c'est quand même un héros violent. Pas trop, bien sûr, il ne tue pas comme son homologue du comique. Mais il n'a pas spécialement peur d'estropier ses adversaires. Et en fait, si on sait qu'il ne tue pas, c'est surtout parce que chaque fois que des figurants subissent un dommage qui devrait logiquement les tuer, le dessin animé prend la peine de les montrer en train de se relever contre toute attente. Qu'il soit violent, c'est normal. Il n'est pas de base un héros sympa. Du moins, il a pas envie de le paraître. C'est Eva, la plupart du temps, qui l'incite à aussi aider les victimes, en plus de faire échouer la confrérie. Mais quand on fait bien attention, on remarque qu'il cède systématiquement à partir du moment où elle arrête d'insister. En réalité, il a l'intention de le faire dès le départ, mais il tient juste à se faire prier pour se donner un genre. Et Eva en est consciente. C'est pour ça qu'elle n'est pas plus outrée que ça quand il commence par refuser. Diabolique et Eva sont un vieux couple. Bon, pas question de les montrer s'embrasser, et c'est à peine si les dialogues s'autorisent à être explicites. Ils font référence l'un à l'autre comme à leur meilleur ami, leur partenaire, leur complice. Mais dans les faits, on ne dissimule pas qu'ils sont ensemble, et ce depuis des années. Ils se tiennent par la main, se font des câlins, font référence à leur avenir comme étant commun. En français, il ne l'appelle ma chérie que 2 fois. En anglais, c'est beaucoup plus courant, encore que... Of course, mon chéri. Allez, quoi, je sais que les anglophones ont du mal avec les gens en français, mais quand même. Ah, mais tu comprends rien, c'est affectueux, c'est comme quand on appelle une petite fille mon petit. Mon petit. Sauf qu'affectueux, Diabolique l'est pas trop. Comme il est d'un caractère plutôt froid, le manque de démonstrativité dont il fait preuve dans ses sentiments pour Eva n'a rien de surprenant. L'attitude d'Eva n'est pas beaucoup plus chaleureuse d'ailleurs. C'est dû au fait qu'elle se calque sur lui. Leur relation s'est construite comme ça. Par contre, ils font régulièrement preuve d'inquiétude pour la sécurité l'un de l'autre, ils se soucient chacun du bien-être de l'autre, et comble de gentillesse, Diabolique prend même le risque d'être attrapé pour pouvoir offrir à Eva un bouquin de Shakespeare pour son anniversaire. C'est si romantique. C'est si con. Le gars est capable de se déguiser en n'importe qui, et quand il va acheter un bouquin à sa copine, il y va à visage découvert. En plus, vu comme elle est surprise qu'il ait pensé à son anniversaire, c'est signe qu'il avait oublié les fois précédentes. Oh, tais-toi, sinistre individu, il se peut que leur rencontre date d'il y a moins d'1 an. Allons donc. Tu vois bien comme ils sont synchro, comme ils se connaissent bien. T'y crois vraiment à ce que tu dis? Non. Mais on s'en fout. Qu'il oublie son anniversaire tous les ans, c'est fort possible, parce qu'il peut se révéler négligent et insensible par moments. Son boulot l'obsède assez pour sous-estimer le besoin qu'elle a de savoir ce qui est arrivé à son père. Il a parfois des mouvements d'humeur vis-à-vis d'elle, mais il se rend toujours compte qu'il a merdé et fait amende honorable. Bon, quand il s'agit de s'excuser pour avoir été négligent en tant que petit ami, pas quand il s'agit d'admettre qu'elle a mieux analysé la situation que lui et qu'il aurait dû suivre ses conseils. D'accord, je l'admets. Tu avais raison. Mais je suis... Oui, quoi? Je suis... Je t'écoute. Et alors, j'attends? Je suis ravi d'être en compagnie d'une femme aussi jolie que toi. C'est si romantique.
Elle attend toujours qu'il s'excuse pour ne pas l'avoir écouté. Ta gueule! Leur histoire commence par un coup de foudre, autrement dit un truc bien foireux. Mais par chance et par la magie de la fiction, Diabolique est comme par hasard tombé amoureux de la fille qui a la personnalité la mieux adaptée pour être sa complice et compagne. À moins qu'elle le soit devenue à son contact. Quand il la rencontre, elle paraît plus timorée, plus émotive. Mais c'est déjà Eva, elle a déjà son humour pourri. Très original. Un entrepôt de matériel électronique décoré dans le style Louis XIV. Parce que oui, Eva, en bon sidekick, c'est celle qui fait les blagues pourries. Des fois, elles sont drôles. Joli travail. J'ai préféré geler la situation. Alors quoi de neuf? À part ça, Eva fait assez peu usage de son charme pour désarmer l'adversaire, comme ça arrive souvent aux filles bien roulées dans les films d'espionnage. En fait, elle le fait qu'une fois dans l'épisode pilote. Il fallait sans doute appâter le chaland. Son costume de super-héroïne, c'est le même que celui de Diabolique, mais sans le masque. Donc, à l'instar des sidekicks de Fantôme, elle ne se déguise quasiment jamais, ou alors façon Clark Kent, en mettant des lunettes de soleil. Il lui arrive une ou deux fois de porter une perruque pour dissimuler sa superbe et reconnaissable chevelure blonde, mais la plupart du temps, elle ne se déguise pas. La plupart du temps, elle n'en a pas besoin. Son visage est beaucoup moins connu. Seule la confrérie et l'agent d'Interpol spécialisé dans la traque de Diabolique, Jinko, la reconnaissent quand ils la croisent. On ne sait pas trop ce qu'elle a fait après la ruine de sa famille, disparition de son père et avant d'être la complice de Diabolique, mais comme on a dit, elle a apparemment fait des photos pour une styliste au Maroc. Elle s'est pilotée et utilise elle aussi son lot de gadgets. Face à eux, il y a la confrérie, dont Dane a pris la direction à la mort de King. Dane est un grand criminel classique. On suppose que pour être à l'origine d'autant d'escroqueries à l'échelle mondiale tout en restant parfaitement intouchable, il faut pas être la moitié d'un idiot. Et en effet, on ne le verra jamais faire des erreurs qui prouveraient un manque d'intelligence, mais on ne le verra jamais non plus user de son esprit rusé et machiavélique pour monter des plans impressionnants d'ingéniosité. La mise en scène se contente de ne pas le ridiculiser et de lui laisser assez de crédibilité comme ennemi numéro 1 de Diabolique. De toute façon, il n'y a pas de nécessité scénaristique à ce qu'il soit aussi intelligent que sa némésis. Sa puissance lui vient surtout de la richesse de son père et du jeu d'alliances complexes et fragiles qu'il entretient avec les autres membres de la confrérie. Comme on est dans une série d'espionnage classique, il est assez impulsif pour piquer des colères noires et pousser des cris revanchards à la lune comme tout bon méchant de James Bond qui se respecte. Il est également parfaitement sans scrupules et manie l'art de trahir à la perfection. Et il arbore une superbe moustache blonde. Le genre de gars qu'on adore détester. Passons rapidement sur les autres membres de la confrérie. Ils sont divers et variés, chacun a une région du monde qui lui est attribuée et un style de crime qui lui est propre. Banderas en Amérique du Sud fait dans le trafic d'armes et de trésors archéologiques. Mickey en Amérique du Nord monte de grandes escroqueries. Dane en Europe de l'Ouest organise des cambriolages sophistiqués. Leonov en Europe de l'Est fait chanter les puissants au moyen du terrorisme. Daggett en Océanie... Disons que la plupart du temps quand on le voit, il apparaît comme exécutant d'une décision prise par la confrérie en général. Donc c'est dur à déterminer. Mais il participe au détournement d'un satellite américain, alors supposons que sa spécialité c'est de subtiliser des technologies avancées. Et Rana, en Afrique, pille des trésors anciens. Et l'Asie ? La confrérie n'y a aucun pouvoir. La Chine et le Japon sont aux mains des triades et des yakuza, et c'est pas faute d'efforts de la part de Dane pour essayer de s'immiscer. Bref, chaque membre de la confrérie a un territoire et s'est accordé sur le droit de chacun à mener ses affaires comme il l'entend du moment qu'il rend des comptes à Dane et respecte le territoire des autres. Ils peuvent compter dans leurs opérations sur des hommes de main haut en couleur, mais comme on ne pourra pas les présenter tous, j'aimerais m'attarder surtout sur l'un d'eux, Wolf. Wolf, c'est un peu comme la Team Rocket. Il paraît très fort à sa première apparition, et par la suite il a l'air très nul parce qu'il se fait avoir tout le temps. C'est le problème de réutiliser trop de fois le même personnage dans une série de ce genre. En plus, vu le nombre de fois où il est arrêté, pourquoi il est toujours là à l'épisode suivant ? Dans un épisode, on précise que c'est grâce à des avocats qu'il arrive toujours à s'en sortir. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'il perde à ce point du crédit. Son épisode d'introduction était classe, et son modus operandi, étudier sa cible à fond pour deviner quelles vont être chacune de ses réactions, était crédible. Ce qui est dommage aussi, c'est que son origin story se prêterait à ce qu'il ait un arc personnel, mais contrairement au reste, ce n'est ni poursuivi ni conclu. Voilà pour la confrérie. Mais comme on a dit, Diabolique a commencé comme cambrioleur avant de devenir redresseur de tort. Et du point de vue de la loi, il est toujours en cavale puisqu'il n'a ni répondu devant la justice de tous ses cambriolages, ni purgé en entier la peine de prison qui avait été prononcée contre lui. Peine de prison imméritée. Le crime pour lequel il a été arrêté est justement celui qu'il n'a pas commis. Quoi qu'il en soit, pour Interpol, Diabolique est toujours un criminel. Il y a donc des gens dont le boulot est de l'arrêter pour les crimes qu'il a commis. C'est le rôle de Jinko. Jinko est à Diabolique ce que Ganimard est à Arsène Lupin. Policier intelligent et talentueux,
Il est le seul à comprendre assez bien la façon d'opérer de Diabolique pour pouvoir l'arrêter. Ce qu'il parvient presque à faire à 2 reprises d'ailleurs. Malheureusement, sa clairvoyance a des limites. Il n'est pas foutu de réaliser que les rares fois où il a vu Diabolique opérer en direct, celui-ci était plutôt occupé à sauver des vies qu'à les menacer. Bien au contraire, il le remarque, et ça le perturbe beaucoup. Ça le rend même plus virulent encore vis-à-vis de Diabolique, et fait tourner son désir de l'arrêter à l'obsession. Malgré toutes ces diatribes qu'il lance sur le fait que Diabolique est un dangereux criminel, il n'oublie aucune des fois où celui-ci lui sauve la vie. Mais au lieu de le convaincre de laisser Diabolique tranquille, ça le rend plus furieux encore. Diabolique est fascinant et sympathique, et ça pourrait bien faire oublier qu'il a commis des vols. Vols pour lesquels il n'a pas payé sa dette à la société. Et Jinko ne veut pas tomber dans le piège d'oublier ça. Tout ça fait que la série comporte nombre de situations et de personnages complexes, de péripéties palpitantes et de tensions ininterrompues qui, même si la pauvreté technique ne permet pas toujours une mise en scène efficace, sont menées aussi plaisamment que possible au fil des épisodes, tout ça pour aboutir à une série riche et palpitante alliant policiers, espionnage et grand drame. La série aurait pu tomber dans le travers de bien d'autres séries et se dispenser d'avoir une fin, malgré l'enjeu à accomplir. Le caractère adulte de ces personnages, qui permet de faire s'étirer l'histoire sur plusieurs années, permettrait un renouvellement des saisons ad vitam aeternam. Mais non, il y a un épisode de résolution. Certes, on y annonce la possibilité d'une résurgence des méchants, certes, on y nomme un nouvel enjeu qui pourrait éventuellement faire l'objet de futures saisons, mais une conclusion est apportée au problème qui nous a occupés pendant 40 épisodes. Et si le reste n'y suffisait pas, rien que pour cela, Diabolique mérite qu'on s'en souvienne. Je sens que j'approche de quelque chose d'important et je suis fatigué. T'inquiète, j'ai déjà tout prévu. On repère le bar, on s'y incruste et on ne quitte pas tant qu'on n'est pas totalement destroy grave. Tu as entendu ce qu'il a dit? Péril ornithorynque, c'est ce qui s'appelle une visite surprise. Et par surprise, j'entends parfaitement prévisible. Mais qu'est-ce qui nous arrive? Comment se fait-il que le chapeau de paille ait autant de force? Elle pourrait être utile, non? Pour percer des murs, fracturer des coffres, ou les boîtes de sardines que tu n'arrives jamais à ouvrir. Y a pas de fouette, qu'est-ce que ça veut dire? Allons, du calme les enfants! Un cheval? Mais tu plaisantes, j'espère. Nous n'aurions pas pu nous l'offrir. Nous avons eu une mauvaise récolte 2 ans de suite. Comment veux-tu qu'elle progresse si elle ne s'exerce pas? Je fais toujours les choses à ma façon. Et en prêtant généreusement ces babioles pour une exposition caritative, je m'attire les faveurs des politiciens, des riches parvenus ambitieux et de toutes les personnes influentes de Paris. Il y a peu de chances que quelqu'un reconnaisse un bijou volé. Mais prenons garde de ne pas réveiller le maître des ténèbres. Peu de gens savent qu'elle est là et personne ne soupçonne ses propriétés. À part moi. Et après, on s'étonnera que plus personne ne prenne au sérieux la Grande-Bretagne. Je rejoindrai bientôt Fantasia, figée à jamais dans l'éternité. Tu es heureux, c'est bien ce que tu voulais entendre. Ça fait trop longtemps que ce Chris Colorado est enfermé avec le commandeur, ce n'est pas normal. Quant à toi, tu vas filer te réfugier en Suisse. Si jamais on découvre que cette lettre est un faux, tu es perdu. Mais d'abord, il faut que tu n'aies aucune autre petite amie. Et où en êtes-vous au sujet de Diabolique? Toujours rien que des fausses pistes? Une cargaison sauvée contre une poignée d'herbe? Ah, c'est une bonne journée. Mon nom est Sénéfer, je suis le grand scribe et astronome royal. Vraiment très chagmique. Voilà, Arcadia, pays de légende englouti depuis des siècles au centre de la Terre. Comme un félin caché dans la nuit, il est invisible, une ombre furtive